Spiritualité, voici un mot qui ne laisse personne indifférent. Et ces derniers temps, on peut dire que c'est un mot qui est quelque peu à la mode. Mais encore faut-il comprendre tous les tenants et aboutissants de la spiritualité. Et c'est la mission que nous nous sommes assignés à votre émission Au-delà de l'écorce. Pour ce numéro spécial, amis téléspectateurs, nous allons recevoir un grand monsieur qui n'est nul autre que monsieur Abalotou Komou Pachidi. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Wankouni. C'est ça. Alors, monsieur Abalotou, je dois ajouter que vous avez un pseudonyme. Et votre pseudo, c'est Abaltoum Ngunga. Abaltoum Ngunga. Abaltoum Ngunga. Alors, avec vous, nous allons échanger pendant 52 minutes sur le thème suivant, ordre dans le chaos, les bases et les 9 portes initiatiques de la science sacrée. Exactement. Voilà. Mais avant de commencer, on va quand même expliquer le sens de votre pseudonyme, Abaltoum Ngunga. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, déjà, vous mettez les pieds à l'étrier, comme on dit, dans la science sacrée, parce que le nom est un code initiatique, que ce soit le nom que vous portez en public comme le nom que vous portez initiatiquement. Donc, à l'état civil, je suis Abalotou Komou Pachidi. Mais dans mes états initiatiques en tant que guide, j'ai d'autres noms, notamment ceci, Abaltoum. C'est lorsque j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la conscience Atoum, que Abalotou est devenu Abaltoum. Ngunga, c'est notre nom initiatique que j'ai reçu dans une autre initiation. Donc, ce sont les noms entre mes principes directeurs suprêmes qui me permettent d'accéder à la perfection ou de tendre vers la perfection. Voilà, donc c'est dans ce sens que je les porte. En réalité, c'est une polarité féminine et masculine. Voilà. D'accord. Alors, c'est assez profond, c'est assez intéressant et ça a un sens, sans doute, que nous qui ne sommes pas forcément initiés peuvent comprendre si vous prenez peut-être la peine de nous expliquer. Quand on dit votre nom, ça fait référence à quoi concrètement? Et c'est ce que je dis. À la base, Ngunga, c'est la matrice primordiale. C'est ma matrice primordiale. Okay. Chaque être humain est connecté au niveau le plus suprême par ce qu'on appelle la mère-père primordiale, la force cosmique de laquelle il émane, cet être émane. Donc moi, c'est un peu comme ma mère cosmique, Ngunga. Okay, Ngunga. C'est la matrice. Okay. Elle rejoint la matrice comme la Noun, qu'on appelle la matrice, ou bien la Nout, la voûte céleste. Donc, c'est d'où vient mon étoile, au fait. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, Atoum, dans la conscience nibo-égyptienne, c'est ce qu'on appelle la conscience absolue. C'est l'être, le premier être qui sort de la matrice primordiale. Donc, c'est la polarité masculine de mon être divin. Oui, oui. Donc, alors que moi, déjà, de nature, mon papa m'a donné pour prénom Abalotou. Ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. Donc, j'ai combiné les deux pour faire Abaltoum. D'accord. Voilà, ça me rappelle mon être incarné et mon être divin, en plus de ma mère primordiale. Formidable. En tant que conscience cosmique. Vous êtes à la tête d'une école que vous avez créée. Exactement. Pour accompagner les jeunes gens, en tout cas tous ceux qui veulent se reconnecter à leur spiritualité. Est-ce qu'on peut présenter un peu votre institut? ISOTOM est l'Institut de la science sacrée Mahat. C'est une école des mystères, comme on le faisait avant. Et quand on dit des mystères, ce n'est pas... Nous, on démystifie les mystères réellement, justement là-bas, qui permet à tout être humain d'être guidé vers sa propre quintessence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui essayent de nous happer dans des cénacles, dans des égrégores, dans des histoires personnelles. Mais nous avons trouvé que tout cela, ce sont des voies de perdition. Il faut permettre à chaque individu de retrouver sa propre identité cosmique. Et c'est à travers cet institut que nous faisons ce genre de travail et nous faisons des thérapies holistiques, c'est-à-dire des thérapies qui tiennent en compte la totalité de l'être humain. Nous faisons aussi surtout des formations initiatiques qui permettent à chaque individu de passer par une théorie et surtout beaucoup de pratiques pour expérimenter par lui-même ce que c'est que sa propre spiritualité, sa propre réalité spirituelle. Formidable. Et tout ceci parce que vous voulez faire face au chaos. Parce que pour vous, il y a un chaos ambiant. Absolument. Et qu'est-ce qui vous fait dire justement qu'il y a un chaos?
De plus en plus, on est dans le chaos. Oui. Aujourd'hui, même une image n'est pas symbole de vérité. Même une vidéo n'est plus symbole de vérité. Parce que nous sommes dans l'intelligence artificielle. Tout est manipulable, toute information est manipulable. Moi-même, je suis, en tant que professionnel, enseignant dans les technologies de l'image et du son. Donc je comprends très bien. Ça veut dire que nous fabriquons les éléments, nous fabriquons des films. Je suis cinéaste professionnel à la base. Tout à fait. Donc, parce que vous avez deux vies. Exactement. Oui. Donc dans mon autre vie, je suis cinéaste professionnel. Oui. Je suis enseignant dans les campus audiovisuels. Je fais des formations partout, dans la sous-région. Donc j'ai même donné déjà des conférences ici à Ouaga en tant que cinéaste. Donc du coup, nous produisons aujourd'hui une quantité énorme d'informations. Aujourd'hui aussi, l'information est démocratisée et il y a les réseaux sociaux qui sont venus se mêler déjà aux médias classiques. Oui. Donc nous recevons des informations de toutes parts et de toute personne, sans discernement. Ces informations qui, d'un côté, éveillent certaines consciences, d'un autre côté aussi perdent beaucoup de conscience. Donc, tant qu'on a autant d'informations et sans repères, on ne peut pas se retrouver. Oui. Voilà. Et puis, toute personne et tout peuple qui n'a plus de direction, qui ne sait plus où elle va, devient manipulable. Donc, on absorbe, on est devenu comme des éponges. Nous absorbons les informations à longueur de journée. Les gens sont sur TikTok, sur Instagram, partout à longueur de journée. Oui. Mais est-ce qu'ils arrivent à discerner quelle information leur est vraiment utile? Surtout les personnes qui cherchent l'information sur la vérité d'eux-mêmes à travers tous ces médias, toute cette source multiforme d'informations. Est-ce qu'ils arrivent à faire vraiment le discernement? Nous allons essayer de leur donner quelques pistes de discernement dans ce chaos. Oui. Et dans ce chaos, justement, vous pensez qu'il faut commencer par la connaissance de soi-même? Absolument. C'est l'essentiel. Absolument, oui. Parce que, au fait, c'est vous que vous transportez partout. La manière dont vous allez recevoir une information, ce n'est pas de la même manière que moi je vais la recevoir. C'est fonction de tout ce que vous êtes en tant qu'être incarné et être transcendant. Donc, dans les deux sens, quoi que vous fassiez, c'est vous que vous transportez partout. Quand vous rencontrez une personne, par exemple, on va vous dire un mot, ce qui peut vous fâcher, moi, ça peut ne pas me fâcher, et vice-versa. Parce que c'est en fonction de comment moi j'interprète l'information, en fonction de qui je suis. Donc le qui je suis devient important. Si déjà le qui je suis est faux, tout ce que nous interprétons devient faux. Voilà. Donc il faut d'abord s'assurer que le qui je suis est vrai, est juste. Sinon, avec quoi analysons-nous les données? Voilà, c'est un peu ça. Ça veut dire que dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas au Burkina, je pense aussi un peu partout en Afrique, quand on voit cette quantité d'informations sur la spiritualité, avec de plus en plus de jeunes justement qui se réclament des spiritualités africaines, vous estimez que là, tout ça c'est du chaos parce qu'on n'a pas commencé par le bon bout, qui est donc la connaissance de soi. Oui, je ne vais pas dire que tout ça, c'est le chaos. Il y a beaucoup de choses utiles dans tout ça. Je ne veux pas faire offense à des personnes qui font de très bon travail, de vulgarisation, n'est-ce pas? Des choses qu'on nous a longtemps cachées. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, dans cette vulgarisation, est-ce que le simple fait de savoir que nous avons été trompés nous permet de nous connaître? Pas encore. Ça permet juste de nous poser peut-être les questions essentielles. Maintenant, nous venons à un moment donné où peut-être déjà les gens se posent des questions et veulent aller plus loin. En ce moment, nous leur prenons. Ce chaos peut être utile d'un côté, comme je l'ai dit, mais il y a aussi beaucoup d'informations contradictoires. Donc ces informations contradictoires aussi tendent à créer de la confusion. Donc c'est vraiment apprendre aujourd'hui, les jeunes ou les hommes en général et les femmes bien sûr, à discerner, à faire usage de leur propre capacité de réflexion. C'est ça. Voilà, pour pouvoir analyser et faire le tri entre ce qui leur est réellement utile et ce qui ne l'est pas. Et vous dites, l'objectif pour vous n'est pas d'imposer une croyance. Non, pas du tout. C'est d'amener les gens à une certaine réflexion. Une auto-réflexion. Notamment sur l'être humain, entre autres, et l'être humain. Voilà. Parlons-en. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Et là, par exemple, j'aimerais plutôt qu'on aborde peut-être les questions essentielles, mais si vous voulez, allons sur l'être humain. L'être humain, chez nous, quand je dis chez nous dans la science sacrée, est fait de plusieurs couches.
de plusieurs couches, d'autres vont dire de plusieurs corps. Je pense que nous allons aborder en plus en détail ce genre de questions après. Mais ces corps-là sont au fait différents niveaux de vibration d'une seule et unique chose qui est la source primordiale qui s'incarne sous forme matérielle. C'est pourquoi nous disons souvent que l'être humain est, disons, la source faite chair, ou en termes religieux, Dieu fait chair. C'est valable pour tout ce qui est manifesté. Contrairement à ce que les autres disent, c'est valable pour tout ce qui se manifeste sur le plan incarnationnel. Donc, c'est une méthodologie aujourd'hui observable et quantifiable sur le plan même de la science dite officielle. Parce qu'on a pu aujourd'hui mettre en évidence les rayonnements électromagnétiques du corps, on a pu mettre en évidence les différents points d'énergie du corps, on a pu mettre en évidence les différentes manifestations, même on a pu mettre en évidence de manière scientifique la vie après la mort. Il y a eu des livres là-dessus, il y a eu des recherches à foison là-dessus. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un secret, c'est un secret de polichinelle, comme on dit. Oui. Voilà. Donc nous sommes faits de plusieurs structures. Allons au plus basique. Nous avons un corps, c'est la première chose qu'on peut ressentir. Mais nous avons les émotions. Les émotions sont-elles dans le corps ou sont-elles hors du corps? Est-ce que les émotions, on peut les mettre dans une bouteille? Absolument pas. Et pourtant, nos émotions nous semblent réelles. Parfois même, nous agissons en fonction de nos émotions, justement. Ouais. Donc, nous avons aussi des pensées. Ces pensées, elles sont où? Elles sont logées quelque part? Est-ce que nous pensons réellement ou nous sommes pensés? Est-ce que nous ressentons réellement ou nous sommes ressentis? Ce sont des questions que nous devons nous poser parce que nos pensées sont manipulables, nos émotions sont manipulables. Il suffit que vous sortez un matin et qu'on vous annonce une bonne nouvelle et vous allez voir que votre journée a l'air merveilleuse. Le contraire aussi, si on vous annonce une mauvaise nouvelle, vous voyez que vous avez changé d'attitude. Votre corps même en souffre, comme si on vous avait frappé. Parfois même, il y a des paroles, comme d'autres le disent, qui blessent plus que des coups. Oui. Alors qu'on ne vous a pas touché. Ça veut dire que ce corps n'est pas ce que nous croyons. Il ne se limite pas à une enveloppe charnelle, mais il est connecté à différentes couches d'informations qui interagissent avec lui, qui ne sont pas détachés de lui, qui interagissent avec lui. Voilà. D'où les exemples que je viens de prendre. C'est ça. Alors, c'est vrai, on va parler de certains éléments sur lesquels vous souhaitez que l'on réfléchisse. Vous avez parlé donc de l'être humain, de la conscience, des lois du vivant, la perte des repères et également le retour à l'équilibre. Mais j'aimerais qu'on reste encore un peu sur l'être humain. Pas de problème. Justement, si on analyse ce que vous dites tout de suite, donc il y a plusieurs éléments dans l'être humain. Donc, vous avez parlé du corps, des émotions, de la pensée et tout ceci. Mais comment on se comporte spirituellement parlant face à tout ceci? Et la première démarche sérieuse, c'est d'abord savoir ce que représente chaque aspect de nous. Voilà. Que représente chaque aspect de nous, en réalité. Le corps, on doit comprendre ce que c'est que le corps. On doit apprendre à développer, travailler, maîtriser notre corps. On doit comprendre ce qu'est les émotions, apprendre, travailler et maîtriser les émotions, apprendre, connaître ce que c'est que la pensée, apprendre, travailler, maîtriser la pensée. Moi, je m'arrête à ces 3 corps-là. Il y en a d'autres. Dans la tradition néo-égyptienne, on parle de 9 corps. Voilà. Donc, pour ne pas trop faire des détails, on parle de 9 corps. Dans les traditions hindoues, on parle de 7 corps. Ok? Voilà, les 7 corps qui correspondent aux 7 principaux chakras, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Donc, ce sont des choses qui sont expérimentées depuis la nuit des temps par les plus grandes civilisations qui ont semé cette planète. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, pour vous, chacun à son niveau personnel, individuel, doit apprendre donc à travailler ces différents aspects de son corps. Mais il n'y a pas de directive. Non, il y a des directives. Il y a des directives. Il y a des directives. Mais nous sommes là pour ça. C'est parce que c'est le sujet du deuxième thème que je l'évite jusque-là. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il y a plusieurs émissions que nous allons faire. D'accord. Voilà, ensemble. Mais on peut donner juste un conseil là-dessus. Prenons par exemple au niveau du corps, au niveau du corps physique. On a déjà ce qu'on appelle le principe de la santé même du corps.
c'est relié à ce qu'on appelle d'abord la conscience du corps. Est-ce que nous habitons réellement notre corps? Est-ce que nous sommes en paix dans ce corps-là? La première chose qu'on apprend quand nous venons, par exemple, chez moi, la première chose qu'on apprend, c'est d'écouter le corps. Tout simplement, d'écouter le corps. Et il y a un exercice très simple que tout le monde, la plupart des grandes traditions font, et qui est un exercice de relaxation. Voilà. Il est très important de le comprendre parce que la relaxation vous permet d'aller à l'écoute profonde de votre corps, d'apprendre même à agir à travers votre conscience sur votre propre corps. C'est comme ça que vous comprenez très vite par vous-même que les pensées manipulent le corps. Les pensées agissent sur le corps. Vous voyez? Et donc les vibrations qui nous entourent aussi agissent sur notre corps. Parce que les environnements dans lesquels nous allons sont constitués aussi d'énergie, de vibrations de différents niveaux, parfois bénéfiques, parfois maléfiques, qui agissent sur ce corps. Quand vous avez compris déjà cette relation que vous avez avec votre corps à travers la conscience du corps, à travers les exercices de relaxation psychosomatique, qui sont basés sur juste une simple respiration, une simple écoute, et un scannage imaginé du corps, de la tête, ou bien surtout des pieds vers la tête, de préférence. Quand vous le faites régulièrement, vous allez rentrer en sympathie avec vous. Vous allez commencer à habiter les particules, toutes les particules de votre corps. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leur corps. À partir de ce moment, votre corps commence à vous parler. Ah oui. Quoi manger, vous savez. Quoi ne pas manger, vous savez. Ce qui vous fait du bien, vous savez. Ce qui ne vous fait pas du bien, vous savez. Même vous devenez... votre corps même devient un diagnostiqueur. Il vous annonce même si vous allez être malade. Il vous dit faites attention là. Vous commencez à l'écouter. Vous sentez un malaise quelque part, il attire votre attention. Ainsi de suite, ainsi. Il faut déjà cette relation personnelle avec son propre corps, qui est notre premier temple. C'est le temple principal dans lequel tout se joue. Voilà. Formidable. Voilà. Donc, première chose, il faut apprendre à écouter son corps. D'accord. Et puis, vous allez parler aussi de la conscience. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Justement, déjà, le premier niveau de conscience, chez nous, c'est la conscience, justement, du monde manifesté. Oui. Et la conscience du monde manifesté ne se fait pas sans la conscience du corps. Donc, déjà, le simple exercice que je viens de nommer développe le premier niveau de conscience, qui est la conscience du corps. Comprendre. La conscience, c'est cet état de connaissance directe par soi-même des choses, cet état de perception des choses, cet état je dirais pas de conscientisation des choses, mais enfin, c'est cet état d'être dans lequel vous savez les choses telles qu'elles sont à leur endroit. Vous prenez, et c'est-à-dire c'est comme si vous mettez la lumière sur la chose. Parfois, avant, vous ne saviez pas. Et il suffit qu'on attire votre attention, vous commencez à vous focaliser sur un sujet et vous commencez à prendre conscience de ce sujet. Parce que vous commencez à vous rendre compte de sa réalité. Et la vraie conscience commence par la réalité. La vraie conscience ne se déroule pas en dehors de la réalité. On a tendance à fuir notre réalité et à s'enfermer dans des consciences alternatives ou dans des imaginations alternatives. Mais toute véritable conscience commence par la conscience de la réalité, et la conscience de la réalité commence par la conscience de soi, et la conscience de soi commence par la conscience de notre corps physique. Voilà. Formidable. Nous sommes toujours sur le chemin d'apprendre à bien nous connaître, mais aussi à mettre de l'ordre dans ce chaos généralisé. Et puis, troisième élément, vous avez parlé des lois du vivant. Oui. Alors, dites-nous un peu plus. Justement, les lois du vivant, je parlais tout de suite de la perception de la réalité. Parce que, vous prenez par exemple un enfant qui naît tout de suite. La première perception de sa réalité, même avant qu'elle naisse, c'est sa mère. Donc, l'enfant, avant qu'il ne naisse, a une relation particulière avec sa maman. Et vous allez voir la place particulière qu'a la maman dans les traditions anciennes, surtout dans les traditions sédentaires africaines. D'autres ont d'autres paradigmes, ce n'est pas la même chose. Les paradigmes africains ne sont pas juste des paradigmes africains, ce sont des paradigmes primordiaux. Parce que le paradigme primordial suit l'ordre cosmique. Ce n'est pas juste des croyances, on peut choisir d'être matriarcat, on peut choisir d'être patriarcat. Non, non, non. Nous, ce n'est pas nos choix, c'est ce qui est. L'homme africain était un homme mature. L'homme kamite à l'époque était un homme mature. Un homme adulte qui voit les choses
directement, sans filtre, qui n'a pas peur de la réalité. Donc, les lois du vivant commencent par la perception de la réalité. La perception de la réalité commence par l'observation de la réalité. Et la première observation, c'est soi. Maintenant, la deuxième observation, c'est le cercle familial. La relation que nous avons avec notre père et particulièrement avec notre mère. Ces relations font partie des premières lois que nous apprenons. Parce que dans la science sacrée, on dit il y a une loi de préexistence, ok, ou encore une loi de détermination. Ce qui vous détermine vous est à la base supérieure. Ok, c'est pas le vrai mot, mais disons ça comme ça. Oui. Ce qui vous détermine, c'est-à-dire ce qui a concouru à votre arrivée. C'est ça qu'on appelle l'ordre naturel de détermination. Les gens se disent aujourd'hui que, voilà, ils sont là, comme ils sont des grands ministres aujourd'hui, même leurs parents ne vaut plus rien. Mais ces parents, sans ces parents, ils ne seraient même pas venus au monde. Tout à fait. C'est la base. Il faut revenir dans ce qu'on appelle l'ordre naturel de détermination. Dans cet ordre naturel de détermination, on découvre les premières lois. Donc, ceux qui nous ont permis, peu importe ce que nous pensons d'eux aujourd'hui, ceux qui nous ont permis d'être, de venir à l'existence, avant de prendre conscience d'autres choses et de prétendre peut-être qu'ils ne valent rien aujourd'hui. Attention, la nature nous le fera payer. Ouais. La donc, nature nous le fera payer. Le respect des aînés, le respect des anciens. Le respect des anciens. Oui. Voilà. Et quand on parle de respect des anciens, ça va plus loin. Là, on est en train d'aborder en réalité indirectement les 9 portes initiatiques. Oui, oui. La première porte étant le corps. La deuxième porte, c'est quoi? La deuxième porte, justement, c'est les ascendants. Oui. Ceux qui ont concouru à notre incarnation, ou ce qu'on appelle les ancêtres. Ce n'est pas nous qui décidons de nos ancêtres. Nous émanons d'eux. Même ce corps même les appartient. C'est leur sang qui coule en nous. Nous ne sommes pas une individualité, une unité pour le moment. Nous sommes une pluralité à l'intérieur de ce corps. Ça veut dire que même les ancêtres sont en nous et habitent en nous. On va aborder peut-être de manière plus détaillée les ancêtres après. Oui, oui. Maintenant, il faut le comprendre. C'est un ordre logique et naturel. Maintenant, ces ancêtres-là, quand on va plus loin, il y a ce qu'on appelle la nature. Ces ancêtres-là ont émané dans une nature qui a existé avant eux. Les animaux, qui sont sacrés. Les végétaux sont sacrés. Les minéraux sont également sacrés. Parce que ce sont des ordres plus anciens que nous. Ils sont là sur Terre avant nous. Ils ont existé avant nous. Un caillou peut exister pendant des milliers d'années. Alors qu'un caillou n'est pas qu'un caillou. C'est une masse d'informations. Un arbre n'est pas qu'un arbre, c'est une masse d'informations. Un animal n'est pas qu'un animal. Et puis, il y a une autre loi qui sous-tend la science sacrée primordiale, c'est que tout ce qui est visible émane de quelque chose d'invisible. Tout ce qui est visible émane d'une structure, d'une intelligence qui est, elle, cachée derrière le visible. Donc, généralement, dans les théories métaphysiques, on parle parfois de 1%, 99%, ou bien 10%, 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est visible, ce qui est palpable représente, ok, je vais prendre le truc le plus lourd, ça représente 10%. Et que l'invisible représente 90%. Ah oui. Voilà. D'autres même disent que le visible représente 1%, l'invisible représente 99%. En tout cas, ça concourt à la même idée que la parcelle de nous qui est visible est infiniment petite par rapport à ce qui est inconnu. Maintenant, est-ce que c'est vrai? La science aujourd'hui le démontre. Si vous regardez ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, si vous tapez sur Internet, vous pouvez trouver ça partout, vous allez voir que le rayon visible des ondes disponibles aujourd'hui qui sont détectables par les appareils les plus sophistiqués du monde représente peut-être pas 10% du rayonnement électromagnétique entre les ondes courtes vers les ondes lentes vers les ondes rapides, entre les fréquences radio vers les écrans électromagnétiques très élevés, les ultraviolets, les infrarouges, ainsi de suite. Par exemple, l'infrarouge est partout, mais on ne le voit pas à l'œil nu. Tout à fait. Donc ça veut dire que notre perception humaine avec l'œil physique est très limitée.
Nous ne voyons qu'une petite partie de l'information électromagnétique disponible. Ça, aujourd'hui, la science le démontre. Et pourtant, c'était connu des traditions anciennes. C'est pourquoi on nous demandait de développer l'œil qui voit de l'autre côté. Hein, l'œil qui peut percevoir au-delà du spectre visible. C'est ça. Voilà. Parce que là, on a accès à un autre niveau d'information qui nous permet de mieux juger la réalité. Parce que si nous jugeons la réalité sur 1%, c'est biaisé. C'est très biaisé. Oui. C'est largement déséquilibré. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Voilà. Toutes les religions qui portent des spiritualités qui viennent d'origines diverses s'accordent, il me semble, à dire que l'homme n'est pas seulement que corps. Derrière, il y a des éléments invisibles de lui, notamment l'esprit. C'est bien un peu ce que vous dites là, c'est peut-être caricatural, mais... Oui, vu comme ça, c'est vrai. Oui. Mais est-ce que ces religions enseignent à l'homme à être en connexion avec cet esprit-là? Eh bien non. Il enseigne plutôt à l'homme à s'accrocher à un autre homme, à croire à un autre homme qui serait son modèle. Et pourtant, il a son propre esprit qu'il ne connaît pas. Il a son propre corps qu'il ignore. Il ignore tout de son corps, il ignore tout de son âme, il ignore tout de lui-même. Mais on lui apprend à ingurgiter, à prendre pour modèle quelqu'un d'autre qu'il n'a même pas connu. Et généralement, qui ne fait même pas partie de son patrimoine génétique. Ouais. C'est là où c'est plus la même chose. Voilà. Si l'homme est esprit, est-ce que vous apprenez à l'homme à connaître cet esprit? Qui est en lui d'abord? Oubliez les autres. Même s'il y a quelqu'un qui aurait vécu, qui a fait des miracles, laissez ça d'abord. Est-ce que l'homme, avant d'apprendre à connaître l'autre, se connaît lui-même? Parce que si vous ne vous connaissez pas vous-même, il est quasiment certain que vous ne connaîtrez personne d'autre. Parce que le jugement que vous allez émettre est un jugement biaisé. Votre manière de percevoir le monde est biaisée. Il est basé sur 1%. Donc, première chose, il faut se connaître soi-même, très important. On va poursuivre avec ces différents points. Donc, dans le sens de remettre un peu de l'ordre dans le chaos général. Et vous parlez de perte de repères. C'est à l'endroit de la jeunesse africaine? Oui, la jeunesse même mondiale en général. Hein. C'est même pas seulement africaine. La perte de repères aujourd'hui est criarde partout. Aujourd'hui, les jeunes pensent qu'on peut tout faire comme on veut, comme si on était tombé comme ça, de nulle part. Comme si on était ex nihilo, sorti de terre. D'un coup, non. Parce que ce que nous faisons, justement, rentre encore dans les lois du vivant, de la réalité, c'est que ce que nous faisons interagit avec les autres. Que nous le veuillons ou non. Parce que nous ne vivons pas seuls, nous n'habitons pas seuls, nous ne naissons pas seuls, nous naissons dans une communauté, et tout ce que nous faisons et influence aussi les autres. Ça ne se limite pas à nous. Donc, on est en train de développer une individualité exacerbée qui porte à croire que non, je suis qui je suis, dans l'ignorance absolue de qui on est réellement, hein, mais on dit que non, je peux faire ce que je veux. Voilà. Je dois faire ce que je veux. Non, je suis libre de faire ce que je veux. Mais est-ce que ta liberté n'empiète pas sur la liberté des autres? Parce que le jour où tu auras un petit problème, on va appeler un parent. Hein, tu avais fait tout ce que tu veux, mais au moment venu, on va chercher. Il vient d'où même là? On prend ta carte d'identité, même déjà ta carte d'identité là. On cherche personne à prévenir là. On cherche un parent là-bas. Et pourtant, tu disais que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Tu vois, c'est ce paradoxe dans lequel nous vivons. Voilà. On ne met plus les choses à leur place. C'est ça le désordre, c'est ça le chaos. L'ordre, c'est remettre chaque chose à sa place. La vie, la nature, et de laquelle nous émanons, a mis les choses à leur place. Il y a un certain ordre qui a été établi avant que nous soyons là. Et chaque manque de respect à cet ordre désagrège l'équilibre global du cosmos. Et nous ne faisons qu'amplifier, n'est-ce pas, les troubles un peu partout, en nous et autour de nous. Donc cette perte de repères est aussi identitaire, parce que la plupart des gens ignorent tout de leur histoire. Ça, c'est un aspect aussi de connaissance de soi. Ils ignorent tout de leur histoire. Tout.
mais ils sont champions dans les histoires des autres. Oui. Voilà, ça c'est quelque chose que beaucoup de mes frères développent sur beaucoup de panels. Moi, je n'aime pas développer cet aspect, mais je l'ai étudié puisque j'ai étudié de l'histoire ancienne. J'ai étudié même l'égyptologie. J'ai étudié jusqu'alors même les textes sacrés nouveau-égyptiens. Par exemple, les gens ne savent pas que les premiers livres écrits sont africains. Jusqu'alors, c'est connu par tous les scientifiques. Oui. Les gens ignorent que les premiers livres sacrés, je dis, les premiers livres qui ont parlé de, entre parenthèses, Dieu. Oui. Un nom que j'évite souvent. Voilà. Et voilà. Donc, les premiers livres qui ont parlé d'entre parenthèses Dieu sont africains. Donc, l'Afrique n'est pas coralité. Non. Oui. Non. Oui. On nous apprend à l'école quand même que l'Afrique a inventé l'écriture, ou bien? C'est juste. Donc, nous avons inventé l'écriture sans avoir écrit. Comment peut-on inventer l'écriture et c'est les autres qui écrivent? C'est parce que nous avons écrit qu'on a compris que nous avons inventé l'écriture. Ouais. C'est ça qui est logique. Parce que quand on prend justement à partir des médonnétaires, c'est des médonnétaires que sortent le proto-sinaïtique, le proto-hébraïque, l'araméen et tout ça là, on connaît. Tous les scientifiques, les chercheurs sérieux savent l'évolution des langues. Dernièrement, même une grande chercheuse américaine a démontré que les langues les plus anciennes du monde jamais parlées sont africaines. Ouais. Voilà, donc elle a étudié tout ça. Donc ce ne sont pas des choses qui sont aujourd'hui cachées. Ce sont des choses qui sont vérifiables. Ouais. Donc, nous disons que déjà l'histoire nous permet déjà d'avoir un premier repère. Aujourd'hui, on veut limiter notre histoire à l'actualité. On veut nous concentrer sur le présent. Le présent, le présent. Non, laissez ça là, c'est vieux, ça c'est les trucs anciens. Nous, c'est dépassé. Mais le présent sans le passé est un tissu de mensonges. Le présent sans le passé est un tissu de mensonges. En fait, nous parlons du présent parce qu'il y a un passé. S'il n'y avait pas un passé, le présent n'aurait aucun sens d'existence. Donc, on nous fabrique des concepts bizarres comme ça qui nous éparpillent, mais qui nous empêchent de réfléchir. Ok, je suis présent, mais je suis venu comment? Encore une fois, je ne suis pas sorti de nulle part. Ouais. Donc, j'ai eu un passé. Il y a eu un passé dont je découle. Et c'est le passé qui me permet de comprendre le présent et de mieux envisager l'avenir. C'est une continuité. Il y a une interruption dans le processus temporel. C'est vrai que chez nous, le temps n'est pas linéaire, il est cyclique. Mais dans ce cycle-là, il y a un processus qui continue, qui est ininterrompu. Oui. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette notion de temps qui est cyclique et pas linéaire. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu ce concept? Ok, le concept du temps non linéaire est aujourd'hui même démontré dans, je pense, en mécanique quantique ou autre chose, parce qu'il y a plusieurs lignes de temps. Ok, je vais prendre ça par exemple. Parce que le temps aussi est lié à une perception. Quand quelqu'un va bien, est-ce que le temps est long ou court? Quand quelqu'un va mal, comment se comporte le temps? Au fait, on croit que, voilà, dans la montre, on dit que c'est linéaire. Voilà, il y a 6 heures, il est 12 heures. Mais dans notre conscience, est-ce que le temps est long ou court? En fonction de nos états d'esprit, le temps n'est pas le même. C'est juste. On est d'accord. Donc, à partir de ce moment, on comprend que la perception du temps n'est pas tout à fait aussi linéaire qu'on le croit. Par exemple, des personnes qui connaissent la science du corps à fond et qui développent cette science, en sont arrivés même à déjouer parfois ce qu'on peut appeler les affres du temps. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire durer leur capacité d'existence à des durées au-delà de l'entendement normal. Oui. Parce qu'ils gèrent le temps différemment, comme s'ils géraient le temps sur une autre fréquence de temps. Et puis, si on va plus loin là-bas, il y a des sauts quand on va dans le monde métaphysique, déjà même dans l'astral. Ok, j'aime pas dire trop de termes, pour que ça n'embrouille pas. Mais dans un monde émotionnel qu'on appelle le monde astral, le monde dans lequel nous vivons tous quand nous rêvons, vous allez voir que nous sommes capables de voir des événements passés et des événements même futurs. Tout à fait. Donc, est-ce que le temps existe à ce niveau-là? Il est différent, c'est sûr. Il est certainement différent. Oui. Voilà, parce que dans une même expérience, dans une même nuit, on peut expérimenter quelque chose du passé et quelque chose du futur. Oui. Et c'est pareil dans certaines initiations où on va dans ce qu'on appelle les états modifiés de conscience.
on est capable d'aller même dans des sphères où le temps ne semble même pas exister. Voilà. Maintenant, c'est déjà plusieurs notions de temps. Donc, maintenant, sur le plan visible, sur le plan de la réalité, ce qu'on appelle la cyclicité du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fait, rien ne meurt vraiment dans le sens de fin des choses. Les choses sont dans des éternels recommencements. Ok. Au fait, moi, là, ici, et vous, là, vous êtes le résultat d'un processus cyclique. Vos parents sont dans un cycle. Ils vous ont transmis l'énergie de vie et vous êtes dans un autre cycle que vous allez transmettre à vos enfants qui sont dans un autre cycle. Ce qui fait que chez nous, dans la science sacrée primordiale, on n'a jamais été à la quête de l'éternité parce que nous savions que nous sommes éternels. Et certains qui ne connaissent pas la vie pensent qu'ils vont aller chercher l'éternité. L'éternité est déjà un acquis de naissance chez nous, puisque nous émanons nous-mêmes de l'éternité. C'est dans cet éternel que nous avons créé un champ limité dans lequel nous expérimentons des cycles, des boucles. Mais ces boucles sont inscrites dans l'éternité. L'apparence de fin initie un nouveau recommencement. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'homme est déjà éternel. Absolument. Oui. Je suis éternel, je suis conscient, c'est pourquoi je porte ça. C'est pas par effet de monde, il y a certains qui le portent par effet de monde. Oui. Voilà. C'est le symbole d'éternité. C'est le symbole d'éternité. Nos anciens en ont parlé depuis la nuit des temps. Il y a déjà 10 000 ans, ils parlaient déjà d'éternité. On ne nous apprend pas l'éternité. Nous, on a conçu l'éternité, on a compris l'éternité, on a expérimenté l'éternité. Et un des plus grands livres de la tradition néo-égyptienne, qu'on appelle le livre de la sortie au jour, que les autres appellent le livre des morts, ne parle que de ça. Les gens, pourquoi est-ce que les autres l'ont appelé le livre des morts? Parce que, pour eux, comment est-ce qu'un livre ne parle que des expériences de la vie après la mort, des espoirs des morts, du séjour des morts et tout ça là. Alors que nous parlons en réalité de la vie éternelle. Parce que ce livre devrait s'appeler le livre de la vie éternelle. Parce que ce livre démontre comment un être quitte le corps physique et après son dessin, l'arrêt partiel d'activité du corps physique, puisque le corps physique même n'est pas complètement mort en réalité, l'arrêt partiel du corps physique, et puis transite dans les différentes étapes jusqu'à se reconnecter à sa source lumineuse qu'on a appelée Ra, le soleil central. C'est ce que le livre décrit. Oui. Donc le livre ne parle que de la vie éternelle, de l'éternité. Comment la vie transcende le corps. Voilà. C'est formidable tout ça. Et puis tout ceci doit nous conduire donc au retour de l'équilibre. Au retour de l'équilibre. Comment vous concevez ce retour à l'équilibre? Il y a un conseil que les sages ont donné. Quand on ne sait plus où on va, il faut se rappeler d'où on vient. Oui. Si on s'est trompé de chemin, si on va en brousse quelque part, on se trompe de chemin, on revient sur nos pas. Pour savoir, mais où est-ce que je me suis trompé? C'est la même démarche. On ne peut pas se chercher ailleurs. On ne peut pas se chercher ailleurs. On ne peut se chercher qu'à partir de là où nous sommes. Il s'agit du point de départ, le point initiateur de tout mouvement. Ok, là je suis en train de parler de quelque chose de complètement cosmique. Oui. Le point est justement la géométrie sacrée la plus puissante de tout le cosmos. Parce que tout part du point. Le point. Oui. Le point, c'est ce qui initie tout. Le point de départ. La question est de savoir quel est mon point de départ. Oui, je veux devenir tel, je veux devenir tel. Et aujourd'hui, on dit erronément, je suis. Non, je ne suis pas, je deviens quelque chose. Je ne suis pas ça. Je peux devenir une religion ou une autre. Mais je ne suis pas cette religion. Le je suis renvoie à ce qui est permanent. Voilà. On peut avoir adopté quelque chose après, mais le je suis renvoie à ce qui est, ce qui demeure éternel. Ça s'appelle l'essence, l'être, la seule vérité sublime, absolue. C'est ça le je suis. Oui. Donc, je deviens, j'apprends à être, j'adopte telle ou telle démarche, c'est bien. Mais je pars d'où? Je pars d'où?
Si déjà, je ne pars pas de là où je suis, c'est-à-dire là où j'ai émergé à l'existence, c'est un problème. Et que faut-il comprendre par là d'où on a émergé à l'existence? Nous savons que on ne vient pas à l'existence au hasard. Si les gens se disent qu'ils croient en Dieu, je vais dire ça comme ça, et que c'est Dieu qui nous a permis d'exister, on est d'accord, c'est banal pour tout le monde. Donc, si c'est Dieu qui a permis qu'on existe, c'est Dieu qui a choisi aussi où on doit venir au monde. Ou bien sa famille, ses parents. Sa famille, ses parents. Oui. Sa communauté, son peuple. Oui. Ou bien c'est pas lui. On suppose que c'est lui. Ah, si on est d'accord que c'est un vrai Dieu éternel, qu'il est partout. C'est ça. Ça veut dire que c'est lui. Oui. Donc, alors, quoi de plus naturel que pour reconnecter avec ce Dieu-là, on repasse par le même chemin qui nous a amenés. C'est le même chemin qui nous a amenés. Pourquoi on va chercher Dieu quelque part où on n'est pas venu, où il n'a pas décidé qu'on vienne? Si nous respectons réellement le vrai Dieu, si nous croyons réellement au vrai Dieu, pourquoi est-ce que nous pensons qu'il faut aller le chercher ailleurs? S'il est éternel, pourquoi il est ailleurs? S'il est quelque part, c'est qu'il n'est pas éternel. S'il est localisé, c'est qu'il n'est pas éternel. Il est partout. Si on est d'accord qu'il est partout, oui, là, on n'a pas besoin d'aller le chercher quelque part. Il faut commencer à le chercher d'où lui-même il a décidé que nous venions. Et à travers les éléments que lui-même il a choisi, que nous passons, les éléments à travers lesquels nous sommes passés pour venir à l'existence. C'est ça la vérité. Nous essayons de dire des choses assez factuelles pour qu'on se comprenne. Parce que souvent, on est dans des joutes verbales, oui, tel que je crois à ça, non, je suis sûr de ça, mais est-ce que nous nous posons les questions de base? Si le vrai Dieu est éternel, est universel, entre parenthèses, c'est-à-dire partout, et donc qu'il aurait décidé que je vienne à l'incarnation, et par exemple au Togo, en pays kabyle, de mère comme de père, la première chose qu'il doit faire, c'est d'explorer la notion de ce vrai Dieu-là, là où je suis venu. Ce n'est pas d'écouter les autres, non. Parce que ça aussi, c'est une autre erreur que les gens se font. Vous êtes journaliste. Est-ce que vous êtes médecin? Absolument pas. Ok. Est-ce que c'est logique que je vienne vous poser des questions de médecine alors que vous êtes journaliste? À moins est-ce que vous ne vouliez pas la bonne information? Mais les gens vont poser des questions à des pasteurs, à des prêtres, sur ce que c'est que la tradition. Il y a un problème. Si je veux savoir ce que c'est que la tradition, il y a des gardiens de la tradition. Si je veux savoir ce que c'est que le christianisme, je vais chercher un prêtre ou un pasteur. Si je veux savoir ce que c'est que l'islam, je vais chercher un imam. Si je veux savoir ce que c'est que le judaïsme, je vais chercher un rabbin, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que c'est aux autres que nous demandons ce que c'est que notre tradition? Moi, c'est une question, souvent, ça me tue, au fait. Ça me tue. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez de la tradition. Oui. Est-ce que, justement, il n'y a qu'une tradition africaine où ce sont des traditions et chacun doit repartir vers, on va dire, son propre village, ses propres parents, aïeux, ou on peut aller vers quelqu'un qui connaît donc des savoirs, même si cette personne-là n'est pas de notre village, n'est pas de notre famille, n'est pas de notre ethnie. Est-ce que ça marche comme cela? L'avantage de la véritable tradition, je dis souvent la tradition parce que, en réalité, et de mon expérience personnelle, j'ai été dans plusieurs confréries initiatiques africaines, IFA, Vodo, Bouiti, Kabesonzé, ainsi de suite. Si vous allez en tant que chercheur de vérité, vous allez découvrir qu'il y a une seule tradition. Mais si vous allez juste vous laisser mystifier par les apparences, vous allez en avoir plusieurs. Donc on peut dire qu'il y a plusieurs traditions, mais qui convergent vers une tradition unique. Je parle du Congo. Je suis ami avec des Dozo et tout ça là, je connais un peu.
je suis ami avec des Sénoufos, je connais un peu, puisque j'étudie la science sacrée, donc moi j'étudie partout. Mais je me suis rendu compte que c'est les mêmes choses à la base. Ça, c'est de un. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je ne suis pas le premier à le faire. Cheikh Anta Diop l'avait déjà parlé de l'unité culturelle de l'Afrique. Et ça se vérifie même dans les cénacles initiatiques. Ça, c'est de un. Mais comme vous êtes venu quelque part, il est plus logique de commencer chez vous, d'abord. Si chez vous, il y a encore des sachants, commencez là-bas. S'il n'y en a pas, vous pouvez aller à côté, parce qu'il y a ce qu'on appelle ça s'appelle quoi? La complémentarité. Non, ce n'est pas la complémentarité que je veux dire. Il y a une expression facile. Ça va vous revenir. Ok, ça va me revenir. Oui. Il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'alchimie entre deux choses. Est-ce que les choses vont ensemble et ne vont pas ensemble? Il y a des traditions qui vont ensemble. Okay? Il y a des religions qui vont ensemble. Il y en a qui ne vont pas ensemble. Il y a des visions du monde qui vont ensemble. Il y a des visions du monde qui ne vont pas ensemble, qui sont même parfois diamétralement opposées. C'est très important de comprendre ça. Et l'universalité en tant que telle n'est pas quelque chose que quelqu'un a conçu. L'universalité en tant que telle est la réalité telle qu'elle s'exprime elle-même. Ce qu'elle dit d'elle-même. Okay? Et la première démarche serait quand même, à tout seigneur, tout honneur, d'aller vers ses propres parents en premier. Malheureusement, aujourd'hui, il est à constater quand même que dans beaucoup de familles, il n'y a plus de gardiens de la tradition. On sait pourquoi. Ce n'était pas comme ça avant, on sait vraiment pourquoi. Donc du coup, prenons ce qu'on peut prendre là-bas et continuons notre chemin. Mais ne sautons pas les étapes. C'est mieux de ne pas trop sauter les étapes. Si maintenant on n'est pas encore prêt à aller vers soi-même, vers chez soi, c'est vrai, on peut trouver des personnes à côté, mais il faut que ces personnes vous aident, vous préparent à y aller. Mais si ces personnes aussi tendent à vous happer dans quelque chose, pour vous séparer complètement de vos origines, il y a un problème. C'est très important de le savoir. Il ne faut pas qu'ils vous isolent de votre domaine d'incarnation. Par exemple, nous, à l'Institut de la Science Sacrée, il y a des personnes qui viennent vers nous, elles ne peuvent pas aller chez elles. Il n'y a plus rien, selon eux. Mais nous, on les prépare à comprendre, même quand ils vont là-bas et qu'il n'y a plus des sachants, ils comprendront ce qui est là-bas, d'eux-mêmes. C'est ça que nous faisons plus. Maintenant, si ils ont des éléments qui manquent, nous pouvons leur compléter. Parce qu'en fait, il y a une science sacrée, mais il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de départements de cette science sacrée. Donc, il y a certains peuples qui ont gardé juste un aspect, d'autres qui ont gardé un autre. Quand on était, par exemple, dans les grands empires comme la Nubo-Égypte, comme l'empire du Mali et tout cela, on avait ce qu'on appelle les rayons, les différents rayons. Chez les Congos, on appelle les 9 Congolos, c'est-à-dire les 9 cercles initiatiques, où chaque famille, où chaque communauté appartenait à une spécialité. Ce sont des spécialités, puisqu'on vivait en harmonie, donc chacun jouait un rôle dans la société pour que nous nous complétions. C'était comme ça. Malheureusement, ce soubassement est brisé. Aujourd'hui, on arrive, peut-être on va aller dans une famille qui ne détient qu'une parcelle de l'information. Et à l'époque, chez nous, si tu voulais apprendre autre chose que ta famille n'avait pas, tu pourrais aller dans une autre famille et l'apprendre aussi. Mais à condition que ce soit compatible. Moi, je vais dans le vaudou, on ne me dit jamais de renier mes ancêtres pour venir adorer les ancêtres du vaudou. Non. Je vais dans le Fa, on ne me dit jamais de renier mes ancêtres du Fa pour venir, mes ancêtres kabyles pour venir adorer uniquement le Fa. Non, bien au contraire, le Fa t'enseigne à revenir à tes ancêtres. Le vaudou t'enseigne à revenir à tes ancêtres. Le Boité t'enseigne à revenir à tes ancêtres. C'est seulement en Afrique que je vois ça. C'est ça. Même le Congo. C'est unanime, c'est un peu partout en Afrique. Oui. Il faut toujours passer par ses ancêtres. Mais bien sûr. Voilà, pour parce que c'est l'ordre. Oui. C'est l'ordre de la nature qui l'impose. C'est seulement chez les autres que on te dit même coupe-les. Vas-y, allez, chasse-les. Qui sont des démons, qui sont des sorciers. Et qu'il faut venir chez nous. Vous voyez, en Afrique, tu vas, c'est un vrai sachant. Et souvent, il te dit d'aller à la maison. Va faire telle chose chez toi. Va faire telle chose chez ta mère, va faire telle chose chez ton père. Est-ce qu'il y a plus
grande hauteur que ça. Même la tradition africaine, dans sa décadence actuelle, parce qu'il faut reconnaître qu'on a perdu beaucoup de choses et que la partie négative a pris beaucoup d'ampleur à cause des autres religions qui ont aidé le côté négatif à se développer, la sorcellerie à se développer. Parce que quand vous venez, quand les autres venaient, ils avaient pour ennemis premiers les leaders, ceux qui enseignaient. Donc on a massacré les vrais enseignants et on a élevé les ennemis des vrais enseignants qui étaient que la partie négative, c'est ça. La partie noire. C'est vrai que l'Afrique revient de très loin. Très très loin. Donc aujourd'hui, on peut se féliciter que des jeunes veuillent se reconnecter avec justement cette spiritualité africaine-là, même si vous l'avez expliqué en long et en large, il y a quand même un chaos général dû donc à la multitude des informations, des sources d'informations. Il faut trier tout ceci et savoir que tout commence par soi-même. Et j'aimerais que l'on puisse quand même parler des 9 portes initiatiques de la science sacrée avant de conclure, parce que le temps file. C'est vrai que c'est le premier numéro qu'on fait avec, il y a d'autres qui vont suivre, mais si on peut déjà mettre des noms, des appellations sur ces 9 portes sacrées. Et toute tradition authentique s'articule autour de ces grandes portes. La première porte initiatique, c'est la porte de soi, le corps, l'être incarné. Connaître les secrets qui sont enfuis dans notre propre corps. Ok? Première porte. Première porte. Deuxième porte, c'est la porte ancestrale. Comprendre, récupérer les forces qui nous ont amenés, qui ont amené ce corps même à l'existence. D'accord. Maintenant, on va aller maintenant dans la troisième porte initiatique, la porte du règne animal. Parce qu'une partie de nous est animale. D'où la notion de totem dans les traditions africaines. Les portes totémiques. Et ça concerne les animaux. Il y a la quatrième porte qui est végétale, la cinquième porte qui est minérale. Et tout ça là, c'est aussi en nous. Nous avons les minéraux en nous, les os, les dents, ce sont des minéraux. Nous avons l'animal en nous, ça c'est assez évident. Nous avons le végétal en nous, c'est les poils, c'est les cheveux, c'est la partie végétative, la partie végétale du corps humain. Le corps est déjà constitué de cette même nature-là. Donc on ne peut même pas s'en débarrasser. Ok? Maintenant, toutes ces portes-là sont reliées à une grande porte qui est la porte de la terre, qu'on va visiter. Qui est la sixième. Qui est la sixième. Ensuite, il y a la porte de l'eau. La septième, la porte du vent, de l'air. La huitième, et puis la porte du feu qui rejoint, qui nous connecte à la lumière primordiale. Qui nous connecte parce que le feu est lumière et la lumière est feu. Voilà. C'est les 9 grandes portes de ce qu'on appelle PCG, l'univers visible. Voilà. Maintenant, au-delà, il y a d'autres initiations pour aller plus loin. Mais déjà, la grille principale, si vous allez quelque part où il n'y a pas ces portes en jeu, il y a un problème. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas nos opinions, c'est l'univers qui le dit, c'est la nature qui le dit. C'est tellement clair. Voilà. Alors, on ne va pas conclure quand même sans vous donner l'occasion de parler de votre école, surtout dire à celles de ceux qui nous suivent actuellement et qui souhaiteraient en apprendre davantage, peut-être s'initier, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre. C'est vrai qu'il y a déjà le numéro qui s'affiche à l'écran. Prenez contact avec nous, nous allons vous diriger vers le service secrétariat. On va vous écouter. On fait souvent des entretiens comme ça, des entretiens téléphoniques. On veut d'abord apprendre à vous connaître, comprendre ce que vous voulez réellement. Et en fonction de vos besoins, on vous mettra dans une classe initiatique. Okay? En fonction de vos besoins. Maintenant, la plupart des gens aujourd'hui ont besoin de thérapie parce que nous venons de loin. Nous transportons beaucoup de mémoires brisées, beaucoup de traumatismes. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà. Donc, et après ça, maintenant, après la phase thérapeutique, il y a tout un processus de formation qui concerne justement les 9 portes et même au-delà. Donc, en fonction de vos capacités, vous allez aussi loin que vous pouvez. Vous êtes libre d'aller à votre... Il n'y a pas d'urgence. Personne ne revient bientôt. Nous sommes éternels. Le message est bien passé. En tout cas, merci grandement à vous, monsieur Abalotu Komu Pachidi, alias Abaltum Gunga. Voilà. Merci.
Et on va se dire à très bientôt parce qu'on va vous retrouver pour d'autres numéros. C'est sûr, c'était très intéressant, mais on va dire que c'est l'introduction. Tout simplement, amis téléspectateurs, j'espère que comme moi, vous avez pris plaisir à écouter ce éminent personnage, ce sachant sur l'ancestralité, sur les savoirs africains. On se dit à très vite pour un autre numéro de Au-delà de l'Écosse. Ciao, bye bye. Merci.